Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux et celles qui sont présents ici. Bonsoir à ceux qui sont avec nous via leur ordinateur et prochainement devant leur téléviseur. Ce soir, je vous parle de droit à l'information, puis surtout de l'impact que peuvent avoir certains modèles économiques qui s'en viennent sur le droit du public à l'information. C'est une grosse question parce que aussitôt qu'on parle de journalisme, de droit à l'information, on va parler de journalisme, on va parler la plupart du temps de la démocratie, du droit du public à l'information, la qualité de la vie démocratique, la liberté d'expression, la liberté de presse. C'est souvent des notions qui sont interreliées, qui cohabitent, qui coexistent ensemble. Donc, je commence par peut-être un aspect plus contextuel, plus état des lieux. Les journalistes sont face à une crise importante. Il y a une crise économique qui frappe les médias depuis plusieurs années. Les journalistes, mais je vais vous expliquer pourquoi je mets les journalismes au pluriel, ça va être un peu quelque chose qui va être récurrent dans la soirée. Les journalismes, ça coûte cher à produire, surtout pour l'information de qualité. Le journalisme démocratique, les grands journalistes, ça aborde des enjeux importants, des enjeux qui sont importants pour la société, qui exigent beaucoup de travail de vérification, de rigueur, qui exigent des pratiques qui sont basées sur l'équité, sur l'intégrité, l'impartialité. Donc, c'est pas banal, cette question-là de journalisme. Le problème, c'est que c'est de plus en plus difficile pour les médias de faire leurs frais en faisant du journalisme. Surtout dans un contexte où ils doivent investir pour se démarquer de la concurrence, et puis dans un cas où la concurrence n'a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières géographiques, l'information est mondialisée. Il n'y a plus de frontières professionnelles non plus, parce qu'au fond, maintenant, tout un peut se prétendre journaliste, peut prétendre à ce titre-là, à ce statut. Quand il le soit ou pas, c'est une autre chose, mais on peut tous avoir cette prétention-là. Donc, en plus, les journalistes et les médias d'information sont obligés de diffuser gratuitement beaucoup de contenu sur des plateformes traditionnelles, sur des plateformes électroniques, le fameux iPad, bien sûr. Donc, sur de grands écrans, les grands écrans traditionnels, la télévision, et sur de petits écrans mobiles. Donc, il y a quand même une pression économique qui pèse sur ces médias-là. On connaît tous les problèmes vécus par les grands médias nord-américains. Donc, on a un portrait général inquiétant et ce qu'on voit, c'est une baisse de revenus très importante depuis 10 à 15 ans. Et c'est une crise économique qui est due, bien sûr, à des changements culturels, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu deux grandes crises économiques, celle de 2000 avec les bulles technologiques et celle de 2008 avec les fameuses subprimes. Et il ne faut pas non plus faire comme si les médias étaient les victimes de contextes dans lesquels ils n'ont rien à voir, entre guillemets. D'une certaine façon, on peut dire qu'une partie de la crise qui les frappe, c'est dû, j'allais dire, à la turpitude de certains gestionnaires, certains propriétaires qui ont acheté des médias, qui ont fait gonfler les prix, qui ont endetté souvent les grandes entreprises de presse, si bien que plusieurs sont déficitaires aujourd'hui en raison de cette dette qui a été accumulée dans les années folles où les journaux ou les médias se revendaient avec des profits exorbitants. La situation, ce qu'on voit, c'est la situation américaine à l'écran, mais la situation au Québec serait peut-être moins inquiétante là-dessus, mais il y a une même tendance à la baisse au niveau des revenus publicitaires, au niveau des abonnements. Ce n'est pas parce que les gens s'informent moins, c'est parce que leur nouvelle façon de s'informer ne rapporte pas, ne peuvent pas être monétarisés par les médias. Donc, moins de revenus d'abonnement, moins de revenus publicitaires, et puis, pour sortir du pétrin, si on peut dire, les médias sont en quête de nouvelles sources de revenus, de nouveaux modèles d'affaires, nouveaux modèles économiques qui sont de plus en plus inventifs, de plus en plus nombreux, de plus en plus originaux dans certains cas aussi. Je ne vais pas en faire une nomenclature exhaustive. Là. Je vais se contenter de discuter ceux qui reviennent le plus souvent, puis évoquer pour chacun d'eux les impacts potentiels que ça peut avoir pour le droit du public à l'information, dans un contexte de journalisme démocratique. Et on va voir qu'il y a plusieurs journalismes qui cohabitent. Et je veux le distinguer des autres formes de journalisme. Et il y a plusieurs types de journalisme et tous ne sont pas de type démocratique. Certains se préoccupent très peu de l'intérêt public, il ne faut pas se le cacher.
sont davantage tournés vers la promotion, vers la persuasion, vers le divertissement. Mais tout ça est sous le vocable du journalisme. Traditionnellement, on disait le journalisme. Mais maintenant, on est obligé de faire des distinctions un peu plus raffinées là-dessus. Donc, ma prétention ou ma thèse que je défends ou que je vous présente, c'est les journalismes. Il n'en existe pas un, mais il en existe plusieurs types. Et ils sont plus ou moins éloignés de l'idéal typique du journalisme démocratique. Hein, le journalisme démocratique, c'est le journalisme d'information qui permet de servir l'intérêt public, d'éclairer le public sur des questions importantes, qui va se comporter avec rigueur, avec équité, impartialité et intégrité. Ce journalisme démocratique, il cohabite avec d'autres types de journalisme qui sont plus proches de la promotion, du divertissement, des relations publiques, et je vous dirais même, dans certains cas, de la fiction. On voit de temps en temps des façons de faire du journalisme qui se rapprochent de la bande dessinée. On commence à voir des exemples de ça, donc, ou de l'animation. Donc, il y a des formes de journalisme qui sont différentes et qui cohabitent avec le journalisme démocratique. Ces journalistes-là, on les retrouve dans tous les médias. Dans les médias les plus renommés, on les retrouve dans des sections particulières. Les journalistes qui sont de nature plus promotionnelle, plus relations publiques, on les retrouve dans des sections particulières, hein, des sections style de vie, consommation, automobile, tourisme, et il y en a bien d'autres. Dans certains cas, c'est la section affaires aussi, où il y a une certaine, j'allais dire, promotion de certains genres d'affaires qui sont mises en évidence dans ces médias. Il cohabite dans tous les médias québécois, de Radio-Canada au Devoir, en passant par la presse, le Journal de Montréal ou TVA. Il y a toutes sortes de types de journalisme qui cohabitent. On retrouve des formes hybrides de journalisme, donc un peu d'information, un peu de promotion, un peu de persuasion, un peu de divertissement. C'est dans l'hybridation qu'on se retrouve. Donc, ce que je veux mettre en évidence avant d'aller plus loin, c'est vraiment cette notion-là qu'il y a une dispersion des journalismes et qui laisse croire, généralement, que derrière le terme « le journalisme », qu'il n'y a qu'une forme de pratique. Or, il y a plusieurs types de pratiques. Et moi, je crois qu'il faut en parler au pluriel des journalismes. Même si plusieurs de mes livres ou de mes cours s'appellent « le journalisme », je crois qu'il va falloir tranquillement avoir une analyse plus nuancée et tenir compte de la dispersion puis de la fragmentation du journalisme. Donc, ça nous amène à des variables, les variables que sont les sources de revenus, des notions comme l'indépendance, la transparence, l'imputabilité et l'intégrité. Ces notions-là cohabitent elles aussi. Elles ne sont pas toujours compatibles, mais il faut les intégrer à l'équation quand on regarde le monde ou le nouvel écosystème journalistique. Elles font partie de l'équation et surtout quand on veut s'intéresser à certains types de journalisme plus proches de l'idéal typique là, du journalisme d'information ou le journalisme démocratique. D'ailleurs, les publics sont exigeants aussi envers les médias. Quand on fait des enquêtes sur les publics, les récepteurs sont critiques. Ils veulent que les journalistes soient indépendants, soient transparents, soient imputables. Donc, il y a des attentes du public à cet effet-là aussi. Et je vais énoncer quelques postulats ou quelques propositions de base qu'on pourrait toujours discuter puis qui sont perfectibles, mais je veux les énoncer pour bien planter le décor en ce début de conférence. C'est des notions que je vais utiliser quand je vais vous présenter les modèles économiques tout à l'heure. Donc, c'est des postulats liés entre la proximité entre le journaliste et les sources de revenus, donc les bailleurs de fonds, l'annonceur, le promoteur. Donc, plus il y a de proximité, plus le journaliste démocratique, celui qui veut être intègre ou impartial ou indépendant, est à risque. Ce n'est pas pour rien que depuis plus de 100 ans ou environ 100 ans, le modèle qu'on a dans les grands médias d'information, c'est de bien séparer la rédaction des sections ou des unités des départements de publicité. On se dit il faut que les journalistes soient les plus éloignés possible des sources de revenus. Il ne faut pas qu'ils soient incommodés ou sensibilisés à l'impact que leur travail peut avoir sur les sources de revenus de leurs médias. Donc, on a toujours prêché une étanchéité. Je ne dis pas qu'elle a existé, hein. Je dis qu'on l'a toujours prêché, ça a toujours été un idéal. Dans l'histoire des médias, dans l'histoire du journalisme, on sait que l'étanchéité n'a jamais été au rendez-vous, hein. Il n'y a pas eu d'âge d'or du journalisme, mais il y avait cette notion-là où il fallait vraiment séparer les deux.
Plus le journalisme démocratique il est à risque, bien, plus il doit faire preuve de transparence, d'imputabilité pour mériter la confiance du public et demeurer crédible. Confiance, crédibilité, ce sont des jugements qui reposent dans l'esprit des récepteurs, dans l'esprit du public. Les médias ne peuvent pas décréter qu'ils sont crédibles. Ils ne peuvent pas décréter que les gens leur font confiance. C'est un sentiment, c'est une opinion qui se forge dans l'esprit des récepteurs et puis qui se construit au fil des expériences que les gens ont avec les médias. Et bien sûr, ça peut bouger avec les années, avec le type de journalisme qu'on offre à ces gens-là. Plus il est transparent et imputable, le journaliste, plus il va être contraint de respecter des règles de l'art, les fameuses normes ou les principes en éthique et les règles déontologiques. Dans notre société, c'est ce qu'on appelle les règles de l'art. Et s'il ne le fait pas, il est au risque d'être critiqué ou abandonné par les publics. Donc, on ne peut pas échapper au regard du public. Et d'une certaine façon, on dit toujours que la lumière est le meilleur des désinfectants. Donc, la lumière, le regard public, c'est une bonne façon d'assurer que les médias se comportent tel que le public le veut ou le souhaite et tel que les médias eux-mêmes, souvent, l'affirment. Et là, plus on s'approche des formes de journalisme, de promotion, de persuasion, et je pense notamment des formes qui ressemblent aux relations publiques et à la publicité, plus il y a une obligation de transparence et d'imputabilité. Pourquoi? Pour que le public sache à quoi il a affaire. Puisqu'il y a plusieurs types de journalisme qui coexistent, il ne faut pas le nier, il ne faut pas nier ça au nom d'un certain corporatisme. Il faut que le public soit bien avisé de quel type ou à quel type de journalisme il est exposé. Et on verra aussi que les publics sont de plus en plus avisés et perspicaces aussi. On fait des recherches, moi je suis avec des groupes de recherche et quand on expose des contenus médiatiques ou journalistiques au public, ils sont très critiques, très perspicaces pour décoder, voir dans un texte la dimension persuasive ou promotionnelle, alors que le texte est présenté comme un texte d'information dans les grands médias d'information. Certains modèles économiques favorisent plus que d'autres les journalistes de promotion, de divertissement et de persuasion. Et c'est les exemples que je vais évoquer tout à l'heure. Je vais toujours présenter des exemples de modèles à l'aune de ces préoccupations-là. Et dernier aspect, dernière proposition, moins les sources de revenus sont diversifiées, moins il y a de dépendance, moins il y a d'indépendance en réalité. Donc, c'est un postulat stratégique. Plus on a de ressources, plus on a de variété, plus on peut être indépendant de ceux qui voudraient venir influencer le travail journalistique. Donc, c'est une notion stratégique qu'on voit en économie politique, en sociologie de la politique aussi, mais plus il y a de sources de revenus, plus les journalistes sont indépendants, c'est-à-dire. Donc, je fais le premier survol de quelques modèles économiques. Alors, tout ça s'inscrit encore une fois dans un contexte de précarité des anciens médias, de perte d'emploi, de pression sur les journalistes qui sont encore au travail de grands médias, la multiplication des nouveaux médias, des médias émergents. Des nouveaux médias, on dit nouveaux médias comme si Internet est encore nouveau, mais on va dire les médias émergents parce qu'il en émerge toujours de nouveaux à chaque mois, chaque année. Perte de lectorat importante, on l'a mentionné. Les journalismes se déclinent de plus en plus sur les plateformes numériques fixes et mobiles, de grands et de petits écrans. Et puis, bien sûr, ça amène la recherche constante de nouveaux revenus. Alors, pour assurer la rentabilité, ou la retrouver dans certains cas, parce qu'il y en a qui ont été rentables et qui ont perdu cette rentabilité-là, ou pour l'assurer, les médias cherchent des façons de générer des revenus. Alors, le premier, bien sûr, c'est le plus facile, le modèle 100% publicité commandite. C'est le modèle classique des médias électroniques, à part de Radio-Canada, mais depuis toujours. La télévision commerciale, la radio commerciale ont toujours fait ça. TVA, par exemple. Et il y a bien sûr la gageure de la Presse Plus. La Presse Plus, qui est une tablette, qui est une application qui vous permet de lire le journal tous les matins, tous les soirs, dans la nuit, gratuitement, partout sur la planète, indépendamment du décalage horaire. On ne sait pas si c'est un modèle viable pour certains médias. C'est peut-être pas un modèle viable pour tous les médias. Et puis, il y a peut-être la presse est peut-être appelée à migrer non seulement sur des tablettes, mais à migrer de vocation aussi. Peut-être que la presse, qui est un journal, est en train de devenir un média généraliste et qu'il y aura d'autres choses sur cette tablette-là que de l'information. Il peut y avoir du divertissement, il peut y avoir des séries, ils en produisent des séries. Il peut y avoir d'autres choses qui vont attirer
de l'achalandage pour l'exposer ou pour financer la mission informationnelle qui, pour l'instant, repose sur la publicité entièrement pour la Presse Plus. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que depuis toujours, quand il y a juste une source de revenus, et notamment la publicité, ça pose des problèmes sur la question de l'indépendance. Moins il y a de sources de revenus, plus on est dépendant de ceux qui nous alimentent, ceux qui fournissent l'argent. On le voit dans certains médias électroniques, on le voit surtout dans des journaux hebdomadaires, les fameux journaux gratuits que vous recevez tous, que vous le vouliez ou pas, vous le recevez. Et on voit dans les études qu'on fait que ces médias-là sont soumis à des pressions fortes de la part des annonceurs. Ils n'ont pas de revenus d'abonnement, leur seule source, c'est la publicité, et ça paraît. Donc, ces pressions-là se reflètent sur le travail des journalistes. Et je vous montre un petit tableau ici. C'est une enquête que j'ai faite récemment pour le Conseil de presse du Québec auprès d'environ 400 journalistes et patrons de presse aussi. Principalement, il y en a dans les médias hebdomadaires, dans la presse écrite. Et ce qu'on voit, d'après ce tableau-là, c'est que les contraintes d'ordre économique ont généré des pressions sur le travail, et c'est surtout vrai dans la presse écrite. La presse écrite hebdomadaire qui vit de la publicité, dans une époque où la publicité a migré vers Internet beaucoup. Donc, ils ont perdu des ressources, et donc les annonceurs qui restent, il faut les garder. Et les annonceurs savent très bien qu'ils ont une marge de contrôle, une marge d'influence sur les médias. Donc, il y en a beaucoup, il y en a de l'influence. Ce modèle du 100 % gratuit, pour qu'il soit favorable à l'indépendance du journalisme, bien, ça nécessite une très grande variété d'annonceurs, d'une part. Ça veut dire que le pouvoir de chacun est diminué dans la variété. Et ça nécessite aussi des annonceurs qui sont presque obligés d'annoncer chez vous parce qu'ils n'ont pas d'autres plateformes, ce qui est de moins en moins le cas. Donc, c'est peut être problématique pour l'indépendance journalistique d'être 100 % publicité, 100 % commandite. C'est la gageure de la presse. On verra dans le futur ce que ça va donner. Mais on peut penser qu'il y a des risques importants. J'imagine qu'ils ont été évalués, bien entendu. Mais c'est un dossier à suivre, comme on dit en recherche. Il y a bien sûr un autre modèle, le fameux mur payant, le freemium. Un modèle, d'une certaine façon, le mur payant, c'est la mouture nouvelle du modèle traditionnel. Le mur payant, c'est que, grosso modo, il y a de la publicité et de l'abonnement. Exactement comme dans les journaux qu'on a depuis 100 ans, publicité et abonnement. Donc, c'est juste maintenant que ça a migré sur des plateformes numériques. Certains contenus sont gratuits, en tout ou en partie, puis il faut payer pour en savoir plus. C'est le modèle que le quotidien Le Devoir a implanté dès le début de son arrivée sur Internet. Il a été novateur dans ce sens-là. D'abord, il a été novateur parce qu'il a été rapidement sur Internet. Et en plus, il a été novateur en mettant tout de suite un mur payant dès le début pour ne pas habituer ses clients ou ses lecteurs à la gratuité. Parce qu'un coup que la gratuité est là, c'est difficile à aller chercher, à aller convaincre vos lecteurs qu'il faut payer pour ce qu'ils ont eu gratuitement pendant plusieurs mois, plusieurs années. C'est aussi le modèle que Québécois a mis en place dans ses quotidiens depuis 1 à 2 ans à peu près, notamment pour sa section VIP. Vous connaissez peut-être, là, vous pouvez commencer à lire le premier chapitre, le lead, l'amorce d'un texte, et pour continuer à lire, il faut vous payer, il faut que vous soyez membre du VIP pour plusieurs aspects, surtout pour les chroniques et les blogueurs. Bon, ce modèle-là, il a l'avantage de diversifier les sources de revenus. Bon, il peut aussi rendre le média fragile à l'humeur de ses abonnés. Les gens peuvent se désabonner, donc c'est une perte d'argent radicale. On se désabonne plus facilement sur Internet qu'autrefois quand il fallait téléphoner à la rédaction, puis expliquer pourquoi on se désabonnait. Ça peut être plus émotif, le désabonnement. Et on le voit aussi quand il y a des enjeux très émotifs, quand il y a, par exemple, des élections, des référendums, des faits divers où les gens peuvent être choqués de la façon dont les médias se sont comportés, ou l'éditorial ou un chroniqueur est allé trop loin, les gens peuvent se désabonner. Donc, ça rend le média un peu sensible à l'humeur de ses abonnés. C'est pas négligé, ça peut influencer, ça peut jouer dans la réflexion de certains journalistes, ça peut avoir un effet inhibiteur pour certains. Et bien sûr, c'est un modèle qui n'a jamais mis à l'abri complètement les médias. Les médias n'ont jamais été complètement à l'abri ou indépendants dans ce modèle-là, on le sait. Bien sûr, dans ces médias-là, de ce modèle-là, c'est le modèle que les journaux ont depuis toujours, nos journaux, nos quotidiens. Et on sait que dans ces journaux quotidiens-là, il y avait quand même toutes sortes de journalisme qui coexistaient.
Le journalisme de promotion, il y en avait dans la section consommation, dans la section culturelle, dans bien des cas, touristique. Donc, des journalistes de promotion, de persuasion, ça existait avec le journalisme d'information. L'autre qu'on voit beaucoup, c'est le micro-paiement. En fait, ce qu'on voit beaucoup, on entend parler beaucoup, c'est le paiement à la pièce qui peut devenir un revenu marginal. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un média qui va vivre juste de ça, mais ça peut être un revenu marginal qui peut être intéressant dans certains cas. C'est un peu le principe du iTunes. Hein, quand vous achetez vos chansons à la pièce sur iTunes, au lieu d'acheter l'album au complet, c'est le même principe. Vous pouvez acheter un article ou une série d'articles à la pièce. Bien sûr, ça peut influencer les choix rédactionnels parce qu'on peut se rendre compte que certains contenus sont plus vendeurs et puis ça peut influencer le type d'information qu'on va donner. On peut donner de l'information qui va être un peu plus légère, plus tournée vers les vedettes, le spectacle, les faits divers. Donc, ça peut influencer le travail journalistique aussi. Ce n'est pas un modèle qui est vraiment implanté ici. Ce qu'on voit comme modèle, c'est le modèle de Mediapart en France. C'est un média qui a été créé entièrement sur Internet, donc ce que les Français appellent les pure players, donc un modèle complètement sur Internet. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de l'enquête, ils offrent des contenus exclusifs, et donc c'est attrayant pour aller chercher des clientèles. Ils n'ont pas à traîner aussi toute la grande structure des médias traditionnels. Ils sont partis de rien, ils ont juste des plateformes d'Internet. Et quand ils font des grandes enquêtes, ils peuvent agréger les textes puis faire un livre avec. C'est exactement ce qu'ils ont fait dans l'affaire Cahuzac. Ils ont vendu le livre. Ils ont fait une grande enquête sur un ministre là-bas qui avait caché qu'il avait des montants à l'extérieur du pays. Ils ont dévoilé ça. Le ministre a nié, mais ils avaient l'enregistrement, ils avaient tout, ils avaient la preuve, et finalement, il a démissionné. Et ça a tellement fait un impact qu'ils ont agrégé ces nouvelles-là, ces enquêtes-là, puis ils ont fait un livre qu'ils ont mis en vente. Ce modèle-là est intéressant, mais il n'est pas nouveau. Déjà, au siècle dernier, Albert Londres, ou en fait, au début du siècle dernier, Albert Londres et beaucoup de journalistes faisaient des grandes enquêtes qu'ils publiaient dans des magazines, et au bout d'un an, ça devenait des livres. Donc, c'est un modèle qui est revenu grâce à Internet. C'est quelque chose qui existait dans le passé, qui est revenu grâce à Internet. Donc, la seule façon que ça peut être intéressant, c'est avec des informations exclusives. Alors, le problème, c'est que souvent, la nouvelle la plus importante du jour, tout le monde l'a. Donc, il faut faire l'enquête, ça coûte cher et c'est pas sûr que ça va être rentable à la longue. Le clic, bien sûr, le clic, on le voit de plus en plus, c'est la fréquentation sur les sites Internet. C'est une autre forme marginale de paiement qui est associée à la fréquentation d'un site qui contient aussi de la publicité ciblée dans certains cas et qui se fait beaucoup en fonction de certains mots-clés. Et il y a une thèse qui a été faite récemment, uniformisation, le journalisme web tiré vers le bas. En fait, la thèse est portée sur le fait, est-ce qu'on cherche plus les clics ou le Pulitzer? Est-ce qu'on fait plus d'informations pour attirer la fréquentation, pour avoir beaucoup d'achalandage, pour faire de l'argent, ou faire l'information pour faire avancer le débat public? Un des problèmes que ça peut créer, c'est inciter les médias à utiliser des mots-clés qui sont vendeurs, à prioriser des contenus qui sont plus vendeurs et qui sont moins tournés vers le journalisme démocratique. Donc, ça peut créer une tension entre le journalisme démocratique, qui en principe est désintéressé sur le plan économique, même s'ils ont besoin de manger, ces gens-là aussi, et d'autres considérations, ou des considérations d'avantages économiques que d'autres types de journalisme peuvent avoir. Donc, c'est un modèle qu'on voit, mais qui n'est pas très, très courant encore, à ma connaissance, mais qui soulève toujours la question de qu'est-ce qui va motiver les journalistes à travailler. Est-ce que c'est l'intérêt public ou c'est leur intérêt propre, l'intérêt du média, de l'entreprise de presse? Un autre qui existe, qui existe, le sociofinancement, le crowdfunding, il a aidé beaucoup à lancer des projets, à lancer des médias. Le cas qu'on connaît le plus au Québec, c'est le magazine Nouveau Projet, qui est parti grâce à ce sociofinancement-là. Donc, ça peut servir parfois à payer directement la production de reportages et d'enquêtes. Dans ce cas-ci, dans le cas de Nouveau Projet, c'était pour lancer un magazine. Mais dans d'autres cas, je peux être un journaliste d'enquête qui dit écoutez, j'ai un bon sujet qui se passe à l'autre bout du monde. J'ai besoin de ramasser 25 000 $ pour aller couvrir cet événement-là. Donnez-moi de l'argent, je vais y aller. C'est grosso modo le fonctionnement du sociofinancement.
c'est un mode de subvention qui est direct, puis qui peut être aussi conditionnel à des résultats. Et ça, c'est un peu le piège qu'il peut avoir dans ça, c'est que les journalistes partent avec des hypothèses, ils préparent leurs choses et ils se rendent là-bas, puis l'hypothèse ou le travail qu'ils voulaient faire ne s'avère pas. Et ils trouvent pas, les faits ne concordent pas avec l'hypothèse. Et qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Ils ont des gens qui les ont payés pour aller dénoncer une situation, peut-être, ou enquêter, et c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, ça peut être troublant, ça peut inciter les journalistes à produire des contenus pour satisfaire plus leurs bailleurs de fonds que le droit du public à une information rigoureuse, vérifiée et vérifiable. Donc, le risque, c'est que aussi le journaliste devienne un dénonciateur à gage, qu'il soit un peu embauché ou financé par des gens qui ont des enjeux ou certains comptes à régler ou certains enjeux qu'ils veulent mettre dans l'espace public et ils ont besoin de reportages favorables à ça. Donc, on dit toujours dans les médias, la liberté éditoriale, c'est de pouvoir choisir soi-même les sujets de nos reportages, de ne pas avoir de pression de l'extérieur. Or, le sociofinancement, ça peut être aussi une pression qui vient de l'extérieur pour orienter non pas le travail, mais de quoi on va parler. Et de quoi on va parler, mais ça nous réfère à ce qu'on appelle les théories de la mise à l'agenda, l'agenda setting. Ça veut dire qu'il y a des intérêts qui ont intérêt parfois on discute de certains sujets plutôt que d'autres et ils pourraient financer des reportages là-dessus. Donc, c'est un peu piégé. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a toujours cette notion-là de transparence qui est importante, et je vais y revenir. Si on joue avec ces modèles-là, il y aura toujours l'obligation de bien identifier pour le public à quoi il a affaire. L'autre modèle, c'est bien sûr le financement public. Modèle radio-canadien qu'on connaît le plus, nous autres aussi, qui n'est pas totalement public, sauf pour la radio. C'est un revenu mixte la plupart du temps parce qu'il peut y avoir de la publicité et des revenus gouvernementaux. Moi, les enquêtes que j'ai faites auprès des journalistes québécois m'indiquent que les journalistes qui travaillent pour Radio-Canada sont ceux qui ressentent le moins de pression dans leur travail. Ils en ressentent moins que ceux de certains médias privés et moins que ceux de certains médias très, très privés plus populistes. Donc, les journalistes de Radio-Canada, peut-être parce qu'ils sont un peu protégés des pressions du marché, se sentent plus à l'aise, se sentent plus indépendants, font plus le genre de travail qu'ils veulent faire. Et puis, donc, c'est un modèle qui peut être assez favorable au journalisme démocratique parce qu'il évite un peu la contrainte des annonceurs, surtout à la radio. Il y a un problème quand même quand on a un diffuseur public, et on le vit au Canada, c'est la distanciation entre le diffuseur public et le pouvoir politique. On a un système où les patrons, le grand dirigeant de Radio-Canada, est nommé directement par le premier ministre. Ça peut poser des problèmes en matière d'indépendance parce qu'il y a un jeu pas de filtrage, mais il y a un jeu de hiérarchie qui se fait que l'influence peut quand même percoler jusqu'au niveau les plus proches de la salle de rédaction. Donc, quand il y a une apparence de dépendance, ça peut nuire bien sûr à la crédibilité des journalistes et ça peut aussi nuire à leur indépendance dans les salles de presse. Donc, c'est un modèle qui semble bien aller, mais il y a ses limites également. Et c'est toujours le droit du public à l'information qui est mis en cause à la fin. Bien sûr, ça complique le travail des hommes et des femmes dans les salles de presse. C'est pas intéressant pour eux, mais nous, il faut qu'on aille plus loin que ça. Ce que je regarde, moi, c'est le droit du public à l'information parce que tout le monde est supposé d'être au service de ce droit du public à l'information. Alors, c'est toujours cette dimension-là qui m'intéresse dans ces études-là. Il y en a un qu'on connaît moins, c'est ce qu'on appelle le journalisme de source, que vous connaissez peut-être dans le content marketing, ceux qui sont plus proches de cette tradition nord-américaine ou anglo-saxonne. Ben, souvent, ce sont des médias, ce sont des marques ou des organisations qui deviennent leurs propres médias. Elles publient leur matériel, elles publient leur journal, et quand on le lit, là, souvent, les textes sont aussi bons que bien des textes qu'on lit dans les grands quotidiens du matin ou du soir maintenant, sont aussi bons que tous les grands journalistes, sauf qu'ils sont dans un environnement qui est différent. Un environnement sous contrôle aussi. Question d'indépendance, là aussi. On le voit dans des formations politiques, des ONG, vous voyez tous le Reporters sans frontières, là, Amnesty International, ils ont des journaux, ils ont des magazines. L'UNESCO, c'est ce qu'on appelle le journalisme de source. Il y a des compagnies qui sont davantage plus tournées vers l'économie, les banques, en route à Air Canada, mais il y a beaucoup des ONG qui ont leur propre journalisme également et
qui, bien sûr, sont dans le journalisme, qui a de l'information, mais il y a aussi une dimension promotionnelle. Le but, c'est de faire parler de l'organisation dans l'espace public. Donc, il y a une dimension de promotion dans ça. Même si l'information est vraie, il y a un mandat de promotion qui est lié à ça. Au Brésil, c'est un aparté, au Brésil, il y a un de mes collègues qui a fait sa thèse de doctorat sur le Sénat là-bas, et le Sénat a son propre poste de télévision avec ses propres journalistes. Et c'est les journalistes qui couvrent le Sénat, sont payés par le Sénat. C'est ce qu'on appelle du journalisme de source également. Et les journalistes là-bas se défendent d'être à la solde du Sénat. Ils prétendent qu'ils sont indépendants. Mais c'est du journalisme de source. Donc, c'est des modèles qu'on voit ici et là, sont payés par l'institution publique qui est le Sénat brésilien. Maintenant, la thèse nous dit qu'ils ne sont peut-être pas aussi indépendants qu'ils le prétendent, mais ça existe beaucoup dans notre société parce que parfois, c'est la seule façon d'avoir de l'information. Les syndicats en ont, les groupes patronaux en ont, les universités en ont de ces médias-là, qui sont des médias de source. L'autre qu'on voit de plus en plus, c'est le brand, le journalisme de marque. Et là, c'est intéressant parce que c'est une autre façon de rejoindre des publics en imitant le journalisme, hein, des reportages, de l'entrevue et de la vidéo, mais c'est sous le contrôle étroit du bailleur de fonds. Donc, évacuation du contenu critique, vérification du bien fondé des affirmations, mais disons qu'il n'y a pas de croisement pour mettre l'autre thèse ou contredire nos sources dans ce genre de contenu-là. On est là pour exposer une marque. Donc, le degré d'indépendance est assez mince et loin d'être garanti. Il y a de l'autocensure au rendez-vous, bien sûr, et on est dans le journalisme, encore une fois, promotionnel et dans certains cas, dans le journalisme de persuasion. C'est plus que d'information. Et quand je dis ça, il ne faut pas oublier que la visée communicative de vouloir être promotionnel, persuasif ou informateur, ça traduit aussi des stratégies de narration, des stratégies argumentatives pour, dans certains cas, contourner l'esprit critique des récepteurs. Hein? On vous donne des airs de journalisme parce que les gens, les citoyens, les récepteurs sont habitués au journalisme de s'y fier plus ou moins, et il y en a qui empruntent les mêmes formes pour contourner la vigilance des récepteurs. Donc, cette notion-là est importante. Il y a quelque chose, je dirais, sur le plan de l'éthique qui est fort discutable dans ces modèles-là. Le créateur, là, je vous l'expose, Joe Pulizzi, c'est celui qui a inventé ce modèle-là. Lui, il dit qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Hein? C'est sûr que ce qui est raconté est vrai, mais ce n'est pas nécessairement toute la vérité. Il n'y a pas de contradiction, de contre-vérification. Et puis, l'important, c'est de rencontrer des objectifs d'affaires. C'est ça qui est le but de l'exercice avec ce journalisme-là. La différence, ce n'est pas tellement comment l'histoire a été faite, ce n'est pas la compétence technique du journaliste, c'est pourquoi ça a été fait. Et bien sûr, ça veut dire, encore une fois, que pour atteindre les objectifs, bien, le journaliste, il ne faut pas qu'il sorte trop des ornières qui lui ont été signalées dès le départ, dès l'embauche ou dès le moment où il a reçu le contrat. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans bien des cas, ça va être des journalistes pigistes qui vont faire ça. Ce n'est pas nécessairement des journalistes qui sont là à temps plein. Donc, les pigistes, déjà, ils ont moins de latitude, moins d'autonomie que les journalistes syndiqués. Les enquêtes nous le montrent. Moi, j'ai fait des enquêtes au Québec. Les journalistes nous le disent eux-mêmes. Même les cadres de salles de rédaction, quand ils répondent aux questionnaires, reconnaissent que les journalistes pigistes qu'ils embauchent ont moins d'autonomie que leurs journalistes syndiqués. Les cadres eux-mêmes le reconnaissent. Fait que quand même eux le reconnaissent, je pense qu'on peut dire que l'énoncé n'est pas trop dangereux à démontrer dans l'espace public. Le dernier que je veux vous exposer rapidement, puis après ça, je vais aborder la dernière partie de l'exposé, c'est ce qu'on appelle le journalisme entrepreneurial. Dans beaucoup de cas, c'est des pigistes, ça aussi. Des gens qui ont décidé parfois de quitter les médias ou qui n'ont jamais pu y rentrer comme journalistes à temps plein. Donc, ils sont devenus pigistes et ils ont décidé de devenir eux-mêmes un média. Et là, du coup, ils font le travail de rédaction, ils font le travail de recherche de commanditaires, ils font la publicité, ils font tout. Ils sont très, très proches des sources de financement, des bailleurs de fonds. Et cette proximité-là, bien entendu, met à risque beaucoup l'indépendance journalistique. Et quand l'indépendance est à risque, c'est toujours le public qui est la victime potentielle. Hein? C'est lui, le public, qui, à la limite, se retrouve avec des contenus qui n'est pas toujours capable d'évaluer ou dont il ne peut pas toujours évaluer la qualité. Parce que l'information, en économie, on dit que c'est un credence good, c'est un bien qu'on ne peut pas évaluer, on ne peut pas comparer sa qualité. C'est pas comme quand vous allez au restaurant,
puis vous mangez, vous pouvez dire c'est bon ou c'est pas bon. Vous pouvez évaluer ça. Si vous achetez une voiture, puis qu'elle tombe en ruine 2-3 ans après, vous pouvez évaluer la qualité de la voiture. Une nouvelle, une information, la seule façon de vérifier si elle a de la valeur, c'est soit que vous connaissez l'information avant, donc vous pouvez évaluer si le journaliste est compétent, ou si vous avez plusieurs autres sources d'informations pour pouvoir la contredire, la contre-vérifier. Mais en soi, c'est quelque chose dont on ne peut pas évaluer la valeur. Et c'est pour ça c'est important d'avoir des journalistes qui s'intéressent aux journalistes que j'appelle le journalisme démocratique, donc celui qui est le plus indépendant et le plus tourné vers l'intérêt public. Ceci étant dit, on l'a vu, il n'y a aucun modèle qui est parfait. Il n'y en a aucun qui garantit pleinement le droit du public à une information de qualité, une information au-delà de toute pression, mais il y a des modèles qui sont plus favorables que d'autres, c'est certain. Rappelez quand même que dans le passé, il n'y avait pas de modèle économique parfait non plus. Il y a toujours eu, même dans l'âge d'or des médias, de la presse écrite, toutes sortes de pressions qui s'exerçaient sur les journalistes, beaucoup pour des raisons commerciales. Vous savez que pendant des décennies, avoir un quotidien, c'était comme avoir une planche à imprimer de l'argent. C'était très, très payant. Les taux de rentabilité étaient de 30, 40, 50 % dans certains cas. C'était très, très payant. C'est plus le cas maintenant. Mais il y a eu un mythe qui a fait en sorte que quand on parlait du journalisme, tout le journalisme était sous la même conception du journaliste d'intérêt public, démocratique, alors que même dans ces médias-là se côtoyaient différents types de journalisme. Certains servaient à financer les autres, apportaient de l'eau au moulin avec l'argent qui apportait de la publicité. Parce que souvent, les journalistes qui faisaient de l'information pure et dure, des choses ardues, la politique, l'économie, l'international, c'est pas eux qui apportaient le plus grand nombre de lecteurs, le plus grand nombre d'annonceurs. Mais il était important pour assurer la crédibilité du média. Donc, il y a toujours eu des journalistes plus ou moins démocratiques, plus ou moins promotionnels, persuasifs, qui ont coexisté. Et puis, la crise économique, ce qu'elle révèle, elle les permet de mieux les voir. Elle permet de mieux les voir parce que les médias sont obligés de mettre en valeur certains types de journalisme qui étaient cachés dans le cadre homogène d'autrefois. Les médias cherchent de nouveaux revenus, donc on voit qu'ils vont mettre de l'avant de nouveaux types de journalisme. Et on me dit que les gens en relations publiques, certains aimeraient bien que ce soit encore plus vivant, encore plus présent, ces types de journalismes-là, qui leur permettent d'avoir accès au public, par exemple, des grands médias, tout en étant, je dirais pas en subventionnant, mais en subventionnant ou en participant au travail de ces journalistes-là. La question, c'est comment le public va être avisé de ces choses-là. Les journalistes proches de la promotion peuvent générer des revenus nécessaires pour financer le journalisme démocratique. Ça va être utile sans doute dans les médias à l'avenir, dans un cas de gratuité, d'avoir des gens qui apportent de l'eau au moulin, qui vont servir à financer des aspects de l'entreprise qui ne sont pas payants. Le journalisme d'enquête, ça coûte cher. Le journalisme international, ça coûte cher. Ça ne rapporte pas beaucoup de revenus. En abonnement, peut-être qu'on peut vendre certains reportages à la pièce, dans le micro-paiement, mais ce n'est pas ça qui va être le plus important comme source de revenus. Mais si on fait ça, ça se peut qu'il y ait une dispersion des types de journalisme à l'intérieur de mêmes médias. Si on fait ça, il y a une obligation qui vient avec ça, c'est la transparence, l'imputabilité puis l'intégrité. Ça, c'est une obligation qui vient avec ce nouveau modèle-là de journaliste. Il va falloir que les gens sachent à quoi exactement ils ont affaire. Si c'est de la publicité, que ça soit écrit. On le voit déjà dans les médias depuis 30-40 ans, publier un reportage. Ce n'est pas toujours écrit, ça devrait l'être toujours. Souvent, il y a des tensions entre les journalistes, les syndicats et les employeurs sur ces notions-là, parce que l'employeur ne met pas toujours publier un reportage là où il devrait l'avoir. Donc, il y a des façons d'étiqueter ces notions-là ou ce type de journalisme-là. Et ça va être peut-être ça qui va permettre de rendre ces journalistes de promotion plus acceptables dans l'espace public, quand on va savoir exactement à quoi on a affaire. Mais si on nous passe de la persuasion, de la promotion, de façon cachée, là, ça peut être plus discutable. Et c'est d'autant plus difficile, je dirais pas d'autant plus difficile, mais il y a maintenant un nouveau joueur dans l'espace public, c'est le cas de dire, ce sont les citoyens. Traditionnellement, les citoyens
Ils pouvaient critiquer les médias, mais leur critique restait dans leur salon, dans leur cuisine, au dépanneur, à l'usine, dans le bureau. Quand ils écrivaient des lettres ouvertes aux médias pour se plaindre, les lettres ouvertes ne passaient pas, ou très peu, parce qu'il y avait un processus de filtration qui faisait en sorte que les médias défendaient leur intérêt. C'est fini. Il y a des gens qui viennent d'arriver dans le décor qui ont dit maintenant, ce qu'on a à dire contre les médias, on va le mettre sur Internet, sur les médias sociaux, sur des blogs, sur Twitter, et il peut y avoir beaucoup de réactions face à ça. Ça peut être un risque de réputation ou d'image de marque de certains médias s'ils ne font pas preuve de cette transparence et de cette imputabilité-là dans l'espace public. Ils ont perdu le monopole de l'accès à l'espace public et il faut apprendre à rentrer dans la conversation et à se justifier, à raconter pourquoi on a fait telle et telle chose, pourquoi on a couvert tel événement, pourquoi on l'a couvert de telle façon. Et on le voit de plus en plus, d'ailleurs. Si vous êtes attentif à ce qui se passe dans certains médias, de plus en plus, on essaie d'expliquer pourquoi on le fait, parce qu'on sait très bien qu'il y a des citoyens, ce que j'appelle le 5e pouvoir, qui surveille le 4e pouvoir, qui est un genre de dispositif de co-régulation. Autrefois, les gens pouvaient se plaindre au conseil de presse, ça prenait du temps, ils n'étaient pas sûrs, ça marchait là. Ils peuvent se plaindre directement dans l'espace public et directement avec les journalistes qui sont mis en cause. Ce qui peut être payant pour un média, par exemple, c'est la crédibilité. Il y a plusieurs recherches qui ont mis en évidence le fait que la qualité, la confiance, la crédibilité dans un média, c'est des facteurs qui favorisent la consommation du média, sa fréquentation de ces médias d'information-là et aussi le rendement publicitaire. Mayer a fait une courbe. Mayer, c'est un chercheur américain qui travaillait beaucoup pour une grande chaîne de journaux là-bas. Et il a fait des recherches très, très poussées sur les relations entre le lectorat, la confiance, la crédibilité et la rentabilité des journaux de son groupe. Il avait accès aux chiffres, il pouvait faire la différence. Et il a bien vu, lui, que les profits grandissaient avec la qualité et avec la confiance que les gens avaient, jusqu'à un certain stade, parce qu'après ça, ça coûte tellement cher faire de la qualité que c'est plus payant. À quel moment? Ça, c'est difficile, parce que d'un média à l'autre, ou d'une société à l'autre, ou d'un scandale à l'autre, ça peut changer le point où la courbe s'abaisse. Mais il y a un point, il a vu très, très bien qu'il y avait une corrélation entre la qualité et le profit, entre la qualité et le profit. Plus récemment, des chercheurs, Kilger et Romer, font la même chose. Ils nous montrent que la confiance, la fiabilité, qui est souvent des choses liées à la crédibilité, plus il y a de confiance et de fiabilité dans les médias, plus il y a des risques d'avoir de bons revenus et d'avoir des profits. Parce qu'au fond, c'est ce que les annonceurs cherchent aussi. S'annoncer dans des endroits où il y a une crédibilité. Et ça peut attirer aussi des publics qui sont intéressants pour les annonceurs. Au-delà de la qualité de l'information, au-delà du mandat démocratique des journalistes, il y a cette notion-là qui n'est pas banale non plus. Donc, la crédibilité, c'est comme la réputation. Une fois que la crédibilité est détruite ou fragilisée, c'est très difficile de la rebâtir. Une réputation, quand ça a été brisé ou traîné dans la boue ou cassé, c'est comme un miroir, ça ne se recolle pas. Donc, la crédibilité, c'est la même chose. Si elle est très attaquée parce que le média n'a pas fait attention, il peut y avoir beaucoup de gens qui passent sur son média. C'est peut-être pas le genre de public qui est recherché par certains annonceurs. Donc, grosso modo, ce que j'ai voulu ce à quoi j'ai voulu vous sensibiliser, c'est qu'il faut parler de journalisme au pluriel maintenant. Il y a une pluralité de journalisme. C'est pas facile, on a toujours été habitué de dire le journalisme. Moi-même, je le dis encore souvent, mais il faut penser à la dispersion, à la fragmentation du métier, qui est un métier qui n'est pas une profession au sens légal. Faire l'information, le journaliste démocratique, c'est un de ces journalistes-là. C'est celui que je pourrais dire le plus proche de l'idéal typique ou de l'image, la représentation noble qu'on se fait du journalisme, mais c'est aussi le plus exigeant et le plus coûteux des journalistes parce qu'il prend du temps. On n'est pas sûr que ça va intéresser beaucoup de gens. Et pourtant, c'est la fonction sociale première, c'est sa première source de légitimité dans la société, c'est de nous informer dans un cadre d'une société où on veut que les citoyens soient éclairés et fassent des choix autonomes. Et des choix éclairés, autonomes, on estime, la théorie dit que la démocratie devrait mieux fonctionner. On n'est pas sûr que ça conduit toujours à ça, mais c'est ça que la démocratie nous dit, c'est que plus les gens sont informés, plus ils ont de liberté, plus ils ont d'autonomie,
dans leur décision et, en principe, meilleur serait leur jugement. Ils pourraient être financés par des revenus provenant d'autres journalismes. C'est possible que dans un média, au lieu d'avoir juste une source, hein, la publicité, ou deux sources, les revenus de la publicité, qu'on dise, bien, il va y avoir des sections dans notre média qui, au lieu d'être juste la publicité comme autrefois, il va être d'autres types de contenus rédactionnels qui vont être faits du journalisme, mais avec du journalisme promotionnel, du journalisme publicitaire, du journalisme persuasif. Et moi, je pense qu'à un moment donné, c'est ce qui s'en vient parce qu'on voit beaucoup d'hybridation dans nos médias. Autrefois, elle existait, moi j'étais journaliste, je la voyais autour de moi, mais c'était peut-être pas aussi évident qu'aujourd'hui de voir ces types-là. Ça vient avec des obligations, par exemple, d'intégrité, de transparence et d'imputabilité. Ça veut dire que si un média a affaire à différents types de journalisme, il faut voir que nous, le public, on a des outils pour pouvoir identifier à quoi on a affaire. Donc, un petit peu la notion de traçabilité ou de labeling, d'étiquetage, il va falloir peut-être qu'il y ait une façon de présenter ces contenus-là pour nous dire, faites attention, ici, vous êtes dans un espace réservé à tel type de journalisme, à tel type de contenu rédactionnel ou de vidéo ou de son, mais à tel type de contenu qui ont une visée aussi de promotion ou de persuasion. La confiance, la crédibilité, ce sont des avantages, ça produit des avantages économiques. Jusqu'où, c'est très difficile à déterminer, dans quel contexte aussi, mais ça semble assez indéniable que si vous avez un média envers lequel il y a beaucoup de confiance publique, beaucoup de crédibilité, vous allez attirer des clientèles qui intéressent certains types d'annonceurs. Maintenant, est-ce que ça, en soi, ça suffit à rentabiliser des nouveaux médias ou les médias traditionnels qui sont en mutation, en reconfiguration? Il n'y a personne qui le sait. Ce qu'on sait, c'est que les médias ont besoin d'argent, puis ils sont en train de chercher de nouvelles façons de faire le journalisme, de faire l'information, de produire des contenus, parce que l'information, c'est une forme de contenu, mais ce n'est pas le seul. Et de plus en plus, ils vont avoir des modèles différents. Je sais que Rue 89, en France, qui est un autre site Internet qui est un pure player, comme ils disent, eux, ils se servent aussi beaucoup de leur expertise pour monter des sites Internet qu'ils vont vendre à d'autres médias. Hein, ils ont externalisé, ils font aussi beaucoup de produits de promotion, des tasses, des T-shirts. Il y a plusieurs façons maintenant de ramasser de l'argent dans les médias qui va au-delà de tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on voyait dans le passé. Et comme je vous dis, il y en a qui sont plus ou moins compromettants ou plus ou moins à risque pour l'indépendance journalistique. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, comme professeur de journalisme et comme citoyen aussi, c'est autant que possible d'être le mieux informé que cela est nécessaire dans notre société. Puis j'imagine que c'est la même chose pour beaucoup d'entre vous. Et bien sûr, il y a ce fameux cinquième pouvoir-là qui s'interpose, qui est là, qui surveille le quatrième pouvoir et qui va rappeler à l'ordre les médias qui pourraient être tentés d'aller dans des types de journalisme sans bien l'étiqueter, sans bien le catégoriser. Et le cinquième pouvoir, moi, ce que je vois dans des études qui sont faites de plus en plus, c'est qu'il a un impact sur certaines décisions, certaines pratiques journalistiques. Les médias sont un peu plus réceptifs à la critique de certains publics, même s'il y en a qui sont excessives, qui sont aberrantes. Il y a une critique publique qui s'exerce sur Internet et sur les réseaux sociaux, à laquelle les médias sont plus sensibles que peut-être les plaintes qu'on pouvait acheminer autrefois à un conseil de presse où les médias étaient les bailleurs de fonds et souvent influençaient la décision qui pouvait leur être favorable. Alors, c'était l'essentiel de mon propos, d'essayer de bien mettre en évidence que les modèles économiques ont un impact sur l'indépendance des journalistes et que ça aussi, ça peut jouer sur la qualité de l'information, qui est un droit, c'est un droit que nous avons, nous, citoyens. Merci. Alors, merci beaucoup. Oui, d'excellentes questions ce soir. La première, je suis de ceux qui pensent que la ligne éditoriale influence fortement le traitement de l'information. Cela agit également sur l'authenticité de la dite information. Pensez-vous que les nouveaux modèles économiques actuels favoriseront cette influence ou, au contraire, permettront-ils une information plus authentique, impartiale? Bonne question. Je crois qu'il y a une condition. La condition, c'est possible. Et la condition, c'est vraiment, je reviens encore à cette notion-là, c'est la question de transparence. Si, à partir du moment où des médias cherchent à oblitérer ou à occulter soit leur ligne éditoriale, soit ce qui influence leur ligne éditoriale,
soit nié qu'il peut avoir une influence même. Moi, je m'inquiète à ce moment-là quand les médias commencent à occulter ça, parce que c'est vrai que c'est pas facile à dire publiquement, mais quand on fait des recherches auprès des journalistes eux-mêmes, moi, c'est une partie de mon travail, c'est de faire des entrevues avec des journalistes, faire des sondages avec auprès de 300-400 journalistes. Ils me le disent. Donc, visiblement, ça a une influence, ces choses-là. Et je crois que les nouveaux modèles économiques peuvent aider dans la limite ou quand tous les sources de revenus sont bien identifiées et quand on sait à quoi on a affaire. Mais en ce moment, on ne sait pas toujours à quoi on a affaire. Moi, la dernière enquête que j'ai faite, les journalistes, surtout des hebdomadaires, mais des quotidiens aussi, me disaient qu'ils ont de plus en plus de pression économique dans leur journal pour faire plaisir aux annonceurs. Mais ce n'est pas écrit, c'est dans l'article. Ici, on fait plaisir à l'annonceur. Hein? Il devrait y avoir un mode d'étiquetage pour qu'on sache à quoi on a affaire. Ça fait partie de la liberté d'expression, bien sûr, de la liberté de presse, de vendre son journal à certains intérêts, mais on a le droit de savoir à qui. On a une question dans la salle, ici. Bonsoir. Dans cette mouvance-là, je voudrais revenir sur une de vos conclusions, qui est le financement, en fait, qui pourrait provenir d'autres types de journalisme. Étant moi-même journaliste dans le domaine spécialisé depuis une douzaine d'années, je constate que la ligne ou le mur entre les intérêts du propriétaire et le droit du public à l'information est inexistant. Ou à peu près. On peut se battre pour établir un certain mur, mais dans les faits, l'éditeur a toujours le dernier mot si son intérêt domine ou prédomine. Bon. À ce niveau-là, en fait, les nouveaux modèles que vous avez proposés, que je connais bien, en fait, sont pour moi inopérants parce qu'on peut à peu près pas départager la ligne éditoriale ou la liberté de presse avec les intérêts économiques ou idéologiques du propriétaire. À ce compte-là, est-ce qu'un modèle comme il en a été proposé un en Argentine où, par exemple, il y aurait un tiers de médias citoyens, un tiers de médias publics et un tiers de médias privés avec un financement équitable et public pour surtout le journalisme citoyen et aussi le journalisme public, serait pas une voie à prendre pour contourner le marché et contourner les BuzzFeed, qui sont en fait des sites qui font du pseudo-journalisme en faisant ce qu'on appelle du journalisme indigène. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Le modèle d'Argentine, je ne le connais pas. Je ne connais pas, mais ce que je vois, c'est pas un modèle, c'est une proposition. Ouais. Ce que je vois, c'est qu'il y a 3 acteurs déjà dedans, 3 types d'acteurs différents qui sont en interaction. Ça veut dire qu'il y a une obligation de collaborer, puis il ne peut pas avoir peut-être d'effet de clan. Là. Déjà, il y a des gens qui vont se surveiller à l'intérieur, ça peut être intéressant. La source de financement est importante. Qui donne l'argent? À quelles conditions? Moi, je pense qu'on est dans un système, en fait, ce que j'évoquais, c'est qu'on est dans un système ou dans un contexte actuel où il y a une dispersion du journalisme. Il y a une fragmentation. Il y a toutes sortes de choses qui sont essayées. Et ce n'est pas toujours heureux. Je veux revenir à la question de la ligne éditoriale parce que souvent, cette notion-là de ligne éditoriale, c'est un terme qui nous vient des Européens, où la ligne éditoriale est importante parce que si vous travaillez pour un journal de gauche ou de droite, ça va paraître jusque dans la couverture de vos sujets. La tradition en Amérique du Nord est un peu différente. On sait très bien que la presse est un journal fédéraliste. C'est sa ligne éditoriale de propriétaire ou de l'éditorial. Mais dans ce journal-là, vous avez des journaux, des journalistes qui sont souverainistes, vous avez des chroniqueurs qui sont souverainistes, ce que vous n'auriez pas nécessairement dans des journaux européens qui sont de gauche ou de droite. Donc, la ligne éditoriale ici, elle n'a pas le même poids qu'en Europe. Ceci étant dit, ici, ce qui compte beaucoup souvent, c'est la dimension économique du journal. Surtout quand je dis journal, mais ça peut être le média, bien sûr, surtout quand le média est coté à la bourse. Moi, ce que j'ai vu dans mes recherches, c'est que le mode de propriété joue beaucoup. Quand à Radio-Canada, les journalistes avaient moins de pression, à GESCA, il était pas si mal, parce que GESCA, c'est une compagnie à actionnaire fermé, ça appartient au Desmarais, c'est la Power et sa bourse, mais pas GESCA. On ne sait pas si ça fait des profits ou pas. Et chez Québécois, comme les actions sont à la bourse, les gestionnaires ont des comptes à rendre aux 3 mois et ça influençait beaucoup
le type de gestion et le type de demande qui était fait dans la salle de presse. Donc, le mode de propriété est très important. Avec le financement, le mode de propriété, souvent, c'est... Et ça évoque une dernière chose que je dis rapidement. Les journalistes, ce sont des syndiqués. Hein, on dit la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Ce sont des journalistes, ce sont des syndiqués, des employés qui n'ont pas l'autonomie professionnelle qu'aurait un vrai professionnel. Un ingénieur, quoiqu'au Québec, il faut faire attention, mais un ingénieur, en principe, s'il estime que ça prend 3 poutres sous le pont, il ne va pas en enlever une parce qu'il y a des économies. Hein. Ils ont des obligations. La charge portante, elle ne fait pas de compromis. Elle. En journalisme, les considérations économiques peuvent jouer sur la qualité de sur la qualité de ce travail. Et les journalistes eux-mêmes sont dans une hiérarchie. Ce sont des syndiqués ou pas. Et ils n'ont pas l'autonomie professionnelle pour résister à certaines demandes. Et ça paraît beaucoup.